Entre les modèles transmissifs behavioristes et les deux modèles que nous allons voir maintenant, il y a une rupture épistémologique. Cette rupture, c'est le passage de l'importance donnée à ce qui est enseigné à l'importance donnée à celui qui apprend. Nous avons donc les modèles transmissifs et behavioristes, où le savoir est au centre, on ne se préoccupe pas tellement de l'apprenant. L'apprenant engrange, est le réceptacle d'un savoir donné, de type imprégnation dans le transmissif, de type imprégnation par palier jusqu'au développement de type réflexe dans le behaviorisme. Dans le socioconstructivisme et l'allostérique, qui fait partie des théories du changement conceptuel, eh bien l'apprenant est au centre. Il construit son propre savoir par un processus d'assimilation et accommodation pour le constructivisme et de transformation par déconstruction-reconstruction pour l'allostérie et les changements conceptuels. Approfondissons un petit peu le modèle constructiviste et socio-constructiviste. Tous les deux fonctionnent sur une idée de construction des savoirs à travers l'action et l'expression des représentations. Les grands penseurs de ces modèles sont Piaget pour le constructivisme et Vygotsky pour le socio-constructivisme. Tous les deux passent par une interaction des élèves avec le savoir, c'est-à-dire que l'enseignant met en scène le savoir et permet aux élèves d'interagir directement avec le savoir. La pédagogie constructiviste et socioconstructivisme prend en compte les représentations des élèves comme point de départ d'un enseignement basé sur le conflit socio-cognitif, ou en tout cas le conflit cognitif. Socio-cognitif pour le socioconstructivisme, conflit cognitif pour le constructivisme. Cette pédagogie, elle est excellente pour partir des besoins et des intérêts spontanés de l'apprenant, pour permettre l'expression personnelle et la créativité, et pour favoriser l'autonomie, du moins dans l'importance qui est accordée au tâtonnement. C'est-à-dire que l'erreur devient aussi un moteur dans la construction des savoirs. L'erreur est considérée comme un passage obligé dans l'acte d'apprendre. Elle n'est plus dévalorisée comme dans les deux modèles précédents. Par contre, elle est limitée pour comprendre les difficultés et les erreurs des élèves. C'est-à-dire que l'enseignant connaît les représentations des élèves, mais quand l'élève fait des erreurs ou a des difficultés dans un apprentissage, ce modèle ne l'aide pas à comprendre ces difficultés. Et donc, il a des difficultés pour apporter des moyens d'y remédier aux élèves. Les limites théoriques de ce modèle sont de trois ordres. Tout d'abord, lorsqu'elle apparaît, la représentation, qu'on appelle aussi un peu par erreur conception, ne sert que de point de départ, mais elle n'est pas analysée pour être réellement utilisée dans l'apprentissage. Deuxièmement, il y a quand même encore une idée comme quoi le bon exemple, la bonne explication et l'exercice vont permettre de transformer la représentation erronée. Et enfin, il n'y a peu ou pas de prise en compte de l'environnement dans lequel baigne l'apprenant. Ce qui se passe, eh bien, c'est que l'enseignant prend connaissance des conceptions ou des représentations qu'ont les élèves, c'est son point de départ. Il va ensuite donner son cours, il va certainement faire une évaluation et remarquer que tout est bien, mais le problème, c'est que comme les conceptions n'ont pas été forcément complètement transformées, eh bien, quand on passe au sujet suivant, on remarque que ces conceptions réapparaissent et transforment le savoir qui a été acquis pour pouvoir s'adapter à ces conceptions.